on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type suggestion lecture, encore une fois. Mais là, je dois avouer, je m'en confesse, là, c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi? Et non pas 4 fois une après l'autre, là, non, 4 fois à des journées différentes. Pourquoi? Premièrement, parce que la première fois, j'ai réalisé que je ne regardais pas à la bonne place après un bon 15 minutes de conversation seule avec moi-même, alors j'avais l'air de loucher. J'ai recommencé, je n'ai pas enregistré. TDA, me direz-vous? Probablement. Ensuite de ça, j'ai recommencé encore une fois. Et la vidéo semblait somme toute correcte. Et quand je suis arrivée au montage, j'étais comme, mais voyons, c'est quoi cette exposition-là? J'avais l'air d'avoir une lumière frontale plantée directement dans le visage. Ça avait juste aucun sens. Et quand j'ai terminé la vidéo, j'ai essayé de jouer un peu avec... Je suis pas une professionnelle, hein? J'ai essayé de jouer un peu avec les effets et j'ai réalisé que j'avais une cochonnerie sur le bord de la bouche. Fait que j'étais comme... On va recommencer. Ce qui fait que, hein, pour la 4e fois, 5e fois, en tout cas, aujourd'hui, je reprends la vidéo alors que ma fille fait une sieste. Je me suis dit, pourquoi pas rentabiliser le temps où ma fille fait enfin une sieste pour reprendre cette merveilleuse vidéo concernant des suggestions lecture, mais un peu différentes de la première. La dernière vidéo, en fait, je vous exposais mes achats, pas nécessairement de romans déjà lus, mais mes derniers achats lors de Salon du Livre, dont celui de Trois-Rivières et celui de Québec. Et il y aura une partie 2 à cette vidéo, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, j'ai décidé de vous préparer quelque chose d'un peu différent. Il y aura 7 suggestions lecture pour vous aujourd'hui, mais toutes dans des catégories différentes. Il y aura, entre autres, la série, une trilogie qui a un peu façonné la lectrice que je suis devenue, qui m'a marquée à l'adolescence, une des premières séries de romans que j'ai lues à l'adolescence et qui m'a vraiment poussée vers la lecture davantage. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Ensuite, je vais vous présenter un livre que j'aimerais lire prochainement et un livre que j'ai lu dernièrement. Pour finir, je vais vous présenter 2 coups de cœur monumentales, chacun pour des raisons différentes, mais reste quand même que ces 2 romans-là m'ont rentré dans le cœur. Ils m'ont rentré dans le cœur pour ne plus jamais en ressortir, encore une fois pour des raisons différentes, et je vais vous les présenter avec grand plaisir. Donc voilà, je commence avec la série, une trilogie qui m'a vraiment marquée à l'adolescence. Je me répète, là, mais qui m'a vraiment donné l'envie, la piqûre de la lecture. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il probablement, à l'époque, sans que je sache trop exactement où je m'en allais dans la vie encore, mais que j'adorais écrire, m'a donné envie d'écrire également. Il y a beaucoup d'autres romans qui m'ont marqué comme ça et j'y reviendrai éventuellement, mais cette série-là, vraiment, et je l'ai partagée dernièrement sur les réseaux sociaux. Je vais vous la montrer sans plus attendre, là, mais là, je ne sais pas si je les ai mis en ordre, je suis pas certaine. Oui, ouais, je pense que oui. Donc, il s'agit de l'autrice Marie-Francine Hébert. Ce sont des romans publiés à la courte échelle. Et les voici. Il s'agit de Le cœur en bataille pour le premier tome. Pour le premier tome. Je t'aime, je te hais pour le 2e. Et Sauf qui peut l'amour. 3 romans ici qui m'ont vraiment fait du bien à lire. Et là, je prévois les relire prochainement parce que je ne l'ai pas fait depuis plusieurs années maintenant, mais fut un temps où, dans ma jeune vingtaine, je les avais relus. Et là, c'est ça, j'avais le 3e tome, alors que j'étais certaine d'avoir la série complète, mais j'ai racheté les 2 tomes, les 2 premiers tomes, en fait, chez Recycle Livre. Je vais vous lire un petit résumé du premier tome, juste pour vous mettre en appétit, là. Bon, moi, j'ai 38 ans. Je suis team 1986. Je sais pas s'il y a des mamans ici qui connaissent, puis même si t'es pas maman, c'est vraiment pas grave, mais dans le sens que où je veux en venir, que tu pourrais suggérer cette série-là à ton ado, à tes ados. Donc, tu me diras en commentaire si tu as déjà lu cette série-là. Et si ce n'est pas le cas, quelle série de livres ou quel roman t'a marqué à l'adolescence? Quel roman aurait pu te donner la piqûre là, de la lecture à toi aussi? Il va y avoir beaucoup le mot piqûre hein, dans cette vidéo-là. Je suis désolée, je me répète. Donc voilà, Le cœur en bataille, je vais lire un court résumé. Que cherche Léa à bout de souffle dans les rues de la ville? La complicité avec son frère Max,
qui ne trouve plus le temps de la taquiner, l'amitié avec Isa, tout en cachotterie et en faux fuyant depuis quelque temps, la tendresse de son père qui ne sait rien faire d'autre que donner des leçons de morale, la présence de sa mère peut-être occupée à secourir tout le monde à part elle. Qui m'aime, se demande Léa. Plus personne, même pas elle. Et surtout pas les garçons. Elle est bien trop ordinaire, croit-elle. Que vient alors faire Bruno, le plus beau gars de l'école dans tout ça? Le cœur en bataille, un roman palpitant sur la rage de vivre et d'être aimé où le cœur bat à 200 à l'heure. Donc, tu sais, on voit, c'est vraiment du jeunesse, on s'entend. Puis je dis pas ça de façon péjorative, juste j'ai l'habitude de présenter des romans un peu plus adultes, si on veut. Et je peux comprendre que peut-être que les femmes de mon âge ou un peu plus jeunes vont faire comme, tu sais, c'est du jeunesse, ça me tente moyen. Surtout que ce sont des romans quand même qui ont de l'âge. Mais je vous assure que ça fait du bien à lire et ils valent la peine, ils valent la peine, pardon, vraiment. Donc, cette série-là, Le cœur en bataille, Je t'aime, je te hais et sauf qui peut l'amour de Marie-Francine Hébert, publiée à la courte échelle. Je recommande et pour vrai, je veux que vous me le disiez si vous les avez lus ou si vous allez les lire. Je passe maintenant au roman que j'ai lu dernièrement, mais l'hiver dernier, dans le fond, en février dernier. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais il y a le mouvement La romance Jean Raffole que j'ai moi-même mis sur pied avec ma belle amie Alexandra Philibert, qui est aussi autrice. Ça se passe principalement sur Insta et Facebook, mais principalement sur Insta. Le mouvement La romance Jean Raffole, qu'est-ce que c'est? C'était la deuxième année en 2025, la deuxième édition, et en fait, c'est de propager de l'amour par le biais de nos lectures, nos romances dans toutes ces nuances, peu importe le trope, peu importe le style de romance, de partager des auteurs qu'on a aimés, des autrices qu'on a aimées, qu'on aimerait découvrir, des romans qui nous ont marqués, des citations romantiques aussi, des fois provenant de romans, et on peut même aller jusqu'à films également. Beaucoup de romans ont été adaptés en film. Donc, tout le mois de février, c'était la deuxième année 2025, je me répète, mais qu'on partageait notre amour de la romance. Et cette année, pour faire différent, on a fait une lecture commune. Donc, Alexandra et moi, on a arrêté notre choix sur Entre la loi et le cœur de Vicky Bélanger. Et bon, on était censé faire un live à la fin du mois de février pour revenir sur notre lecture. On avait parti un groupe, plusieurs d'entre nous s'étaient mis à la lecture de Entre la loi et le cœur de Vicky. Et malheureusement, on l'a regretté amèrement, on n'a pas fait de live parce que on était toutes les deux en remise de manuscrits. Le temps étant ce qu'il est, c'est allé trop vite. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu le temps de le faire ou qu'on n'avait pas pris le temps peut-être de le faire. Mais là, j'essaie de me rattraper en parlant de Entre la loi et le cœur. J'aurais la difficulté à qualifier le trope de ce roman-là. Tu sais, souvent, on va entendre Friends to Lovers, Enemy to Lovers, Small Town Romance, il y en a plusieurs. Celui-là, je sais pas, vous me direz là, comment le qualifier après que je vous ai expliqué. Là. J'ai aimé particulièrement le fait qu'on arrive dans une relation établie. Bon, établie. Les deux protagonistes ne sont pas un couple. Ce sont des collègues de travail, mais qui entretiennent une liaison déjà depuis quelque temps. Donc, quand on arrive dans le roman, c'est pas un coup de foudre, ce n'est pas un ancien amour, c'est une dynamique de deux personnages qui se connaissent déjà. Et bon, est-ce que la relation va évoluer ou pas? Ça, c'est à vous de le découvrir. Je n'ai pas envie de spoil quoi que ce soit. Pour vrai, Vicky a vraiment un rythme d'écriture, tu sais, soutenu. Je veux dire, moi, j'ai pas trouvé de longueur dans ce roman-là. Tu sais, je trouvais que tout avait sa place, ça allait vite. Ça fait vraiment du bien. Je vais vous lire une partie du résumé et vous pourrez en faire vos propres déductions par la suite. Anna-Ève Williams, avocate redoutable et maîtresse du contrôle, voit son monde basculer quand son patron exige qu'elle passe un mois au Royaume-Uni. Est-ce une manœuvre pour la remplacer par la nouvelle recrue pendant son absence? Pour ne rien arranger, elle doit composer avec la présence de James, son collègue britannique avec qui elle entretient une relation tumultueuse, malgré leur indéniable compatibilité sous les draps. Donc, on voyage aussi, tu sais, ça c'est le fun, j'aime ça découvrir des endroits que j'ai jamais visités, et si certaines d'entre vous avaient déjà été au Royaume-Uni, mais peut-être reconnaître et vous replonger dans des souvenirs, j'aime voyager dans mes lectures, et Vicky le fait d'une merveilleuse façon. Alors, suggestion, roman que j'ai lu dernièrement, Entre la loi et le cœur, Vicky Bélanger, publié chez A Éditeur. Maintenant, un roman que j'ai en ma possession depuis un bon bout de temps maintenant, mais que je n'ai pas encore lu et que je désire lire prochainement.
L'autrice de cette romance-ci, sa réputation n'est plus à faire. Il s'agit d'une sommité en chick lit, mais également en romance au Québec. Il s'agit de Catherine Bourgault avec S'il suffisait d'un été. Moi, je suis tombée en amour avec la couverture. Bon, là, il y a un reflet parce que je suis sur le bord de la fenêtre. Moi, je suis tombée en amour avec la couverture. Un ciel étoilé, un feu de camp, un couple qui s'aime. Genre, tu m'as eu, là. Tu m'as eu juste à la couverture. Catherine a une façon de rendre l'émotion. Et là, ça, c'est un commentaire qui va revenir souvent venant de ma part parce que c'est le type de roman que je préfère. Quand on ressent vraiment bien l'émotion, qu'on est beaucoup plus... oui, dans la description, mais qu'on est quand même beaucoup dans le dialogue, dans le dialogue interne aussi des personnages. Et Catherine Bourgault nous fait tomber en amour avec ses personnages. Chaque fois, on a l'impression qu'ils deviennent un peu comme partie prenante de notre entourage, nos amis. Et quand on referme un roman de cette autrice-là, souvent, il y a un petit deuil à faire des personnages qu'elle nous a joyeusement offerts. Et donc, je vais vous lire un extrait. Après un long séjour à l'étranger, Lexi Saint-Martin rentre chez elle, prête à affronter ses vieux démons. Mais elle se rend vite compte qu'elle n'était pas préparée à résister au charme de Noah Graham, son amour de jeunesse. Impossible d'oublier ces doux baisers échangés au milieu du champ de maïs ou encore ce fameux soir d'Halloween où tout a basculé. Ça, c'est une autre chose que j'aime vraiment beaucoup de Catherine. Beaucoup de rebondissements. Tu sais pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis boum, là, tu réalises qu'elle a cette facilité à nous amener dans des montagnes russes d'émotions et je l'adore pour ça. Alors voilà, il s'agit d'un roman que je vais assurément lire très bientôt. Catherine Bourgault, S'il suffisait d'un été. Et là, j'arrive à 2 coups de cœur, chacun un coup de cœur monumental. De 2025, là, pour vrai, peut-être que je vais me laisser prendre au jeu, je vais continuer d'être ouverte et peut-être me dire, ben oui, tu vas apprécier des lectures autant que ces deux-là t'ont rentré dans le cœur, mais ça va être difficile parce que, mon Dieu, un de ces 2 livres-là, j'en ai pleuré à chaudes larmes. Ça avait juste aucun bon sens, pardon. Je l'ai terminé au salon de coiffure entre 2 clientes et j'ai comme ça, à chaudes larmes. Ma mère était comme, ben voyons, ça va Marie-Christelle? Je dis oui, je vais m'en remettre. Je m'en suis semi-remise. J'ai tellement aimé ce roman-là. Et le deuxième m'a bouleversée pour des raisons totalement différentes. Je n'ai pas pleuré à chaudes larmes ou comme une madeleine, mais j'ai été choquée. J'avais une rage à l'intérieur, mais une rage, tu sais, pas du genre à faire comme, OK, là, je suis tellement fâchée, je vais fermer le livre. Non, c'est comme genre redemande. Alors, je vais vous présenter le premier qui m'a fait énormément pleurer. Il s'agit de Prendre son souffle de Geneviève Janel. Si vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, dans les médias, je ne sais pas sur quelle planète vous étiez pendant ce temps-là, mais c'est un roman qui, mon Dieu, a pratiquement fait l'unanimité. La plume de Geneviève est vraiment unique. Elle te rentre dedans, elle te barouette ça d'un bord puis de l'autre, elle te shake en même temps. Ça fait mal du bien, je sais pas comment le décrire mieux que ça. Vraiment, ça fait mal, mais du bien en même temps. Je sais pas, il y a un message d'espoir, il y a un beau message en arrière de tout ça, mais aussi tellement de souffrance. Je vais vous lire le résumé. Vous allez sans doute tout comprendre, puis moi je veux rien spoil encore une fois. Vous n'écoutez pas mes vidéos pour avoir des spoils dans les romans, ça c'est sûr et certain. Je sais pas comment le décrire. Je vais lire le résumé, je pense que c'est la meilleure façon. Tu as dit qu'il était encore temps pour moi de me sauver avec mon petit bonheur dans le cœur et mes souvenirs plein la tête, de filer avec au creux des mains la sensation de tes biceps encore fermes et au creux des reins, celle de ton sexe toujours capable de faire le beau et de pilonner fort, de prendre la clé des champs avant que tout cela ne soit sali. Anaïs aurait dû écouter Éden et s'enfuir. Mais quand on finit par trouver l'amour, le vrai, celui que tous traquent de barre en barre, celui dont on rêve au fond d'un lit froid, il devient difficile d'y renoncer au nom d'un sombre présage d'avenir. Éden devient lentement prisonnier de son corps, Anaïs de cet amour plus grand que nature qu'elle ne sait réprimer. Que faire d'autre alors que de prendre son souffle et plonger? Les pires choix sont parfois ceux que l'on fait par amour. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est dur de dire pourquoi un roman t'a à ce point marqué. Des fois, c'est une période, parce que des fois, tu vas ouvrir un roman, puis ça te parle pas tant que ça, et tu vas le réouvrir 6 mois plus tard, et finalement, t'embarques dedans comme aucun autre roman ne l'a fait.
comme t'es pas rentré dans aucun autre roman auparavant, je pense qu'il y a vraiment des moments, des périodes dans une vie où un roman te frappe plus qu'un autre. Celui-ci, écoutez, c'est un véritable coup de cœur. C'est un tout petit roman. Il est court, ça se lit d'un trait, là, je veux dire. Je pense que je l'ai lu en une journée, là. Ça avait aucun sens. Je l'ai commencé comme le soir avant de me coucher. Je me suis couchée très tard et le lendemain, je l'ai terminé au salon de coiffeur entre 2 clientes. Donc, Prendre son souffle de Geneviève Janel. Très grosse suggestion importante que vous devez lire. Ensuite, deuxième coup de cœur, pour des raisons différentes, il s'agit de Presque Vierge de Josée Blanchette. Il s'agit d'un récit, donc de sa propre vie. Ça se passe dans les années 70 et on ressent vraiment bien l'époque, l'ambiance des années 70, la mentalité aussi à l'époque. C'est vraiment, je dis pas qu'il y en a plus aujourd'hui, là, vous aurez compris un peu avec le titre Presque Vierge, mais je vais vous lire le résumé, vous allez plus vous situer là dans... J'ai vu Josée Blanchette, à Tout le monde en parle, je pense, l'automne passé, alors qu'elle parlait de son roman récit et de l'écouter parler, c'était tellement captivant, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de lire ce roman-là et je n'ai pas été déçue. Je vais vous lire un aperçu. Âgée de seulement 15 ans, Josée entre au cégep. Fume des joints, se fait prescrire la pilule, écoute Genesis en boucle et aspire à une indépendance nouvelle, loin de l'autorité parentale. Portée par le vent d'émancipation des années 70, séduite par les courants marginaux, elle s'inscrit à un cours d'anti-philosophie donné par R, prêtre défroqué, littéraire charismatique de 30 ans son aîné. À l'encre rouge, en marge des travaux de la cégepienne, la relation professeur-étudiante s'échafaude, entre passion et ambivalence, entre amour et déviance. Avide de découverte et de spiritualité, Josée s'aventure sur les traces de Lolita, puis sur les routes monastiques de Californie, tout en se tirant au tarot. L'adolescente rangée fait place à la jeune fille grisée par les parfums d'interdit, sans se douter qu'elle signe un pacte avec le diable. Donc, bon, histoire d'amour. J'ai de la difficulté à dire que c'est une histoire d'amour, mais reste qu'à l'époque, Josée le croyait, tu sais, sincèrement. Aujourd'hui, avec du recul, je pense qu'elle a réalisé, et elle en parle ouvertement, qu'il s'agissait vraiment d'une relation de pouvoir, tu sais, de professeur à étudiante. Et également, elle avait 15 ans, son professeur était de 30 ans son aîné, hein, on fait le calcul. Ça passerait clairement plus aujourd'hui, bien que je dis pas que ça arrive pas, mais dans le sens qu'à l'époque, on dirait pas que c'était normalisé, mais je pense que c'était... C'est ça, autre époque, autre mœurs, hein, c'était différent. Je dis pas que les gens de l'époque étaient d'accord avec ça, pas du tout, là. Juste que, bon, je pense que c'était normalisé par certaines personnes, chose qui me dégoûte, là, mais voilà. Donc, sa plume, elle aussi, elle est unique. C'est pour ça que c'est 2 coups de cœur. Moi, la phonétique, la poésie dans la plume d'une autrice, c'est ce qui me charme et Josée Blanchette ne fait pas exception à la règle. Elle a vraiment une façon de faire ressentir, de décrire aussi cette histoire-là qui est la sienne avec tellement de justesse et tu sais, on sent les odeurs, on ressent exactement comme elle se sentait à l'époque. C'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Donc, Presque Vierge. C'est ce qui conclut mes suggestions lecture pour aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces romans ou si vous prévoyez lire un de ces romans-là. Là, prochainement, ce qui se passe pour moi, là, le mois de mai est entamé et il y aura, je ne sais pas si vous saviez, mais je suis une belle maman. Je suis maman aussi, mais belle maman. Donc, j'ai une famille recomposée de laquelle je suis très fière. J'ai d'ailleurs écrit une duologie de romans dont le premier tome, Ma famille recomposée, alors que j'étais enceinte de ma fille. Je lui racontais alors que j'étais enceinte d'elle comment... Hey, mes doigts sont dégueulasses. Hein? Ça, c'est des doigts de coiffeuse qui ont passé la semaine à faire de la coloration. Je m'excuse d'avance, mais regardez le livre.
Voilà. Donc, j'ai écrit ce roman-là, ce premier tome, qui était censé être le seul et l'unique, alors que j'étais enceinte de ma fille, pour lui raconter mon histoire d'amour avec son papa, comment je suis devenue belle maman, la dynamique familiale avant sa naissance, comment on a décidé d'essayer de faire un troisième enfant, mon bébé trait d'union, comme j'aime l'appeler, qui a lié, soudé nos deux familles ensemble. Voilà, donc j'ai écrit ce premier tome-là. Et par la suite, je me disais, mais là, ma fille est pas là, je trouve ça vraiment plate. Donc, j'ai écrit Ma famille recomposée, moi plus toi égale 5. Les deux couvertures se ressemblent particulièrement, là, mais si on veut voir le tome 2, c'est moi plus toi égale 5 et je suis enceinte ici sur la couverture. C'est vraiment une autofiction. C'est vraiment notre histoire à ma famille, un peu romancée là quand même, mais c'est écrit de façon comique, de façon positive, parce que j'avais envie d'exposer un modèle de famille recomposé positif et bienveillant, parce que malheureusement, peut-être moins aujourd'hui, mais je trouve que souvent les histoires qu'on entend, ce sont des histoires un peu moins glorieuses, un peu moins le fun. Souvent, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits. Je dis pas que c'est toujours facile, là. Je me vante pas en disant « nous autres, on n'a jamais de problème ». Non, on a nos enjeux, mais moi, j'ai une belle relation avec la mère de mes beaux-enfants, qui est l'ex-conjointe de mon amoureux, et je suis tellement fière et je chéris ça chaque jour parce que il y a tellement d'histoires tristes qui se produisent, puis je suis consciente que c'est peut-être pas possible pour tout le monde selon le bagage, selon les histoires. Il y a tellement d'histoires d'horreur. Je comprends ça. Moi, ce n'est pas le cas et j'en suis très heureuse, mais je voulais quand même l'exposer en donnant un peu de positif à ceux qui peut-être, après une séparation, pensent que ce sera jamais possible d'avoir une autre relation saine et que ça se passe bien, tout ce beau monde-là ensemble. Je voulais prouver que c'était possible. Donc voilà, ma famille recomposée. Et là, je voulais en venir avec ça. Où je voulais en venir avec ça, c'est que en mai, il y a la fête des mères qui est toujours le deuxième dimanche de mai, mais depuis quelques années maintenant, instaurée par Valérie Roberts, une animatrice que vous connaissez sans doute, il y a maintenant la fête des beaux-parents. Et ça, il me semble, si je ne me trompe pas, si je me trompe, je vais l'écrire à l'écran, mais c'est le troisième dimanche de mai et c'est la fête des beaux-parents pour célébrer ça, cet amour-là que, veux pas, moi, quand j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, j'avais pas d'enfant. Et oui, on choisit d'aimer ces enfants-là, tu sais, on choisit pas avec qui on tombe en amour, mais on choisit si on continue cette relation-là, malgré le fait que la personne avec qui on est tombé en amour avait déjà des enfants. Et quand on décide de plonger dans une histoire comme celle-là, puis de se mettre en couple avec un parent, il faut accepter les enfants. Puis là, encore une fois, je sais qu'il y a des situations différentes. Je sais que des fois, c'est plus compliqué, mais il faut s'ouvrir le cœur, puis on choisit d'aimer ces enfants-là. Moi, mes beaux-enfants font partie intégrante de ma vie. Je pense que même si j'avais pas eu ma fille, s'il se passait quelque chose, que je me serais séparée avec mon conjoint ou quoi que ce soit, j'aurais voulu pouvoir continuer d'avoir une relation, différente, mais avec mes beaux-enfants. Et leur maman m'avait déjà dit que ce serait le cas, tu sais, que jamais elle m'empêcherait de les voir. Et ça m'avait tellement touchée. Aujourd'hui, maintenant que je suis maman et qu'ils ont une petite sœur, je sais que pas que c'est impossible, mais tu sais, je verrais pas comment ça pourrait arriver là, que nos chemins se séparent, là, tu sais. Et moi, ça me rassure beaucoup. Mais voilà, donc devenir beau-parent, c'est précieux, c'est important, c'est un rôle qui est important. Et là, maintenant, il y a la fête des beaux-parents pour célébrer tous les beaux-parents. Et ça, j'en suis très heureuse. Et donc, je vais probablement aller célébrer cette journée-là en librairie quelque part. Je sais pas encore où, mais si vous voulez voir mes prochaines apparitions comme des festivals, parce qu'il y en a qui s'en viennent cet été, il y a des événements, tout ça, où je serai en séance de dédicace, juste aller suivre mes réseaux sociaux sur lesquels je partage mes participations à tous les événements auxquels je participe finalement. C'était beaucoup de j'ai pas pris de pause en respirant, ça c'est je veux tout dire en même temps, je veux pas faire des vidéos trop longues non plus, donc j'essaie de faire ça court, j'essaie de faire ça bref. J'espère que vous avez apprécié les suggestions lecture. Je vais vous revenir prochainement avec la suite en fait de mes achats lors de Salon du livre cet hiver et ce printemps. Et éventuellement, probablement faire des vlogs aussi, vlogs coiffure, vlogs de vie d'écrivaine. Vous me direz en commentaire également si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez voir et je vais me plier à vos exigences, ou presque. Là, on est le week-end.
j'ai repris cette vidéo-là pour la 4e fois. Ça fait à peu près 27 minutes que je vous parle. Probablement que la vidéo va être coupée, hein, on va se le dire, parce que j'ai des petits blocages. Je vais donc, pendant le reste de la sieste de ma fille, aller écrire, parce que je suis en train d'écrire mon 12e roman. Et là, ben, je suis en pleine rédaction. J'ai un roman qui sort cet été. Ça s'en vient très, très vite au mois d'août. Je vais vous revenir avec la date exacte. Et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Mais là, ce roman-là est corrigé, tout est fait. Il part à l'impression, ben là, je vais avoir une dernière lecture à faire. Il va partir à l'impression après. Il va être tout chaud cet été. Mais je suis en train d'écrire un autre roman qui va sortir probablement à l'hiver 2026. Alors, c'est ce que je vais aller faire du reste de mon samedi. Quand ma fille va se réveiller, par exemple, ce sera impossible de continuer à écrire. On me demande souvent comment tu fais pour écrire, être coiffeuse, être sur les réseaux sociaux, les 3 enfants, nanana. Ben, je sais pas. Donc, je vous souhaite une super de belle fin de journée et un beau week-end, même si cette vidéo-là n'est peut-être pas publiée ce week-end. Je vous souhaite un beau week-end pour tous les autres week-ends à venir. Salut!